Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackers et hackeuses. Aujourd'hui, on va s'attacher à attaquer la machine Mirai. Je sais pas trop comment on dit en français. Une machine Linux, comme on le voit ici. Comme toujours, je choisis une machine intéressante. Et celle-là, un peu comme Blue et Shocker, dès qu'on voit le titre, on sait un peu de quoi ça va parler. Puisque Mirai, c'est un botnet qui a sévi, je sais plus en quelle année, je crois que c'était... Non, je sais plus, enfin bon, il y a quelques années. Et ce qui change un peu par rapport à Shocker et Blue, c'est que là, c'est comme c'est un botnet, c'est pas forcément lié à une faille ou un exploit. Donc c'est un indice un peu moins parlant qui permet pas de deviner tout de suite comment on va pouvoir l'utiliser. Donc pour Mirai, la faire courte, c'était donc un botnet qui permettait de faire principalement du déni de service. Alors qu'est-ce que c'est le déni de service? C'est l'idée de si on crée un centre commercial pour faire venir plein de monde, donc l'équivalent ce serait un site web où on veut qu'il y ait plein de visiteurs. Pour que les gens puissent venir au centre commercial, on va créer une autoroute qui va aller jusqu'au centre commercial. Et du coup, cette autoroute, elle permet de faire venir plein de monde en même temps, mais par contre, les plus grosses villes aujourd'hui ont tous des problèmes avant le confinement lié au Covid, mais si on regarde les heures de pointe, on arrive quand même à saturer les autoroutes. Et ben du coup sur internet c'est pareil, on peut saturer les accès à un site web même s'il est super gros. Il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a des méthodes qui consistent à demander à tous ses amis de le faire en même temps que nous, de se connecter sur les sites. C'est pas le plus efficace évidemment c'est d'automatiser avec des robots. D'où l'idée de botnet. Donc botnet c'est quoi? C'est l'idée de pirater plein de machines. Et une fois qu'on a le contrôle de toutes ces machines, on va dire à toutes ces machines, connectez-vous en même temps sur telle cible. Et du coup la cible n'arrivera pas à ingérer toutes ces connexions en même temps et ne sera plus disponible le temps de l'attaque. Alors du coup, une des attaques connues, c'est ProtonMail qui en a fait les frais. Je crois que c'était la plus grosse attaque par déni de service en Suisse. ProtonMail. Alors ProtonMail, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc un service de mail qui a renouvelé, on va dire, comparé à des concurrents plus anciens comme Google ou Microsoft. Il a renouvelé le service mail parce que ils n'ont pas accès à vos mails. En fait, la clé privée, la clé qui permettrait de déchiffrer vos mails est côté client. Donc eux, sur leur serveur, ils n'ont aucun moyen de lire vos mails. Contrairement à Hotmail et Google et les autres d'ailleurs, qui eux lisent vos mails. Pourquoi? Parce que comme ça ils font tourner des robots dessus et ils peuvent faire des publicités ciblées ou revendre des données, etc., etc. C'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et donc ProtonMail, eux, ils ont plutôt visé la vie privée, donc ça vous permet d'être sûr que ProtonMail, même s'ils sont contactés par la NSA ou n'importe qui, ils n'ont pas la possibilité de donner les clés pour lire vos mails. Et vous êtes sûr que vos mails ne seront lus par personne d'autre que vous. Sauf si évidemment vous faites pirater le endpoint, mais c'est un autre sujet. Bref, donc du coup ProtonMail a pas mal d'ennemis, mais on verra que finalement, enfin on sait pas trop qui est derrière l'attaque. Mais en tout cas ils ont été victimes d'une grosse attaque de déni de service. En 2018 je crois. Ouais voilà celle-là, 2018. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on mène les enquêtes, donc dans le monde de l'informatique, retrouver qui fait quoi, c'est pas toujours simple, mais quand c'est des attaquants pas trop doués, c'est faisable. Et là, du coup, c'était des petits jeunes apparemment qui s'appelaient Apophis et qui ont été retrouvés par les enquêteurs et enquêtrices. Après, je crois pas qu'on sache qui est le commanditaire derrière, est-ce qu'il y a eu un commanditaire ou pas. C'est ça qui est compliqué, c'est un peu comme tous les crimes organisés, retrouver les petites mains c'est facile, mais retrouver qui est les commanditaires derrière, qui sont les commanditaires derrière, c'est plus compliqué.
Bref, tout ça pour dire que le day in service est une attaque qui peut poser des soucis financiers sur les grosses boîtes, surtout qui sont dans le numérique. Et évidemment, il y a des techniques pour lutter contre ça, mais je doute que ce soit la problématique sur la machine, puisque nous, le but du jeu, ce n'est pas de stopper le service de la machine, mais plutôt de prendre le contrôle de la machine. Ce qui est souvent plus intéressant pour un attaquant que simplement couper le service, c'est plutôt prendre la main afin d'extraire les données intéressantes. Donc allons-y, attaquons cette machine et commençons par le classique scan nmap. Vous reportez aux précédentes vidéos pour voir le détail de nmap. Alors si c'est trop long, je vais faire une pause dans la vidéo, comme ça vous n'avez pas à attendre que le scan nmap soit fini. Voilà, alors le scan est terminé, nous avons 4-5 ports ouverts. Donc le classique SSH qui nous permet de voir que c'est probablement une machine de distribution Debian, un serveur DNS, un serveur HTTP, un serveur UPnP et un Plex Media Server qui pourrait faire penser à un IoT type gestion de multimédia. Mais en tout cas, comme toujours, on commence par le port 80 qui est le plus intéressant en général. Alors, apparemment, ça renvoie pas grand chose, pour pas dire que ça renvoie rien. Donc on va faire la classique deuxième étape qui est d'énumérer des directories web en brute forçant. Je vais utiliser DIRB que j'ai utilisé déjà dans une précédente vidéo. Donc vous référez aux précédentes vidéos. Et il faut spécifier une liste, je crois que c'est -w. User chair word list. Et on va prendre la DIRB. Ah mais je crois que par défaut il la prend. Ouais, cool. J'espère que cette liste là sera suffisante pour cette machine. Je rappelle que moi d'habitude j'utilise pas DIRB mais directement Burp Pro qui est un module intégré, mais je vous montre la solution open source non payante, et de toute façon pour cette machine ça sera suffisant puisqu'on a déjà trouvé un truc intéressant qui est le /admin. Donc je me connecte sur ce /admin. Ça n'a pas l'air de marcher des masses. Est-ce qu'il veut avoir un nom de machine peut-être? Qu'est-ce que ça pourrait être un problème? Je passe pas par un proxy. Hein. Je passe pas par un proxy. On va essayer de configurer un nom de machine. Il me semblait pas qu'il fallait le faire, mais bon, admettons. Donc pour faire ça, le plus simple, c'est de modifier. Ah oui, d'ailleurs, je découvre que Temux n'aime pas trop. DIRB et Temux ne sont pas trop compatibles. On voit que je les utilise pas souvent. C'est pas grave. Donc, je vais modifier. Ah bah tiens. Il fallait juste attendre un bon bout de temps. Le serveur doit être pas très performant. Et on comprend vite pourquoi, puisqu'on voit tout de suite que c'est un p-hole. Donc p-hole, si on clique dessus, ça montre bien que c'est une Raspberry Pi. Donc c'est un IoT, hein. Enfin c'est un Raspberry du coup. Donc Raspberry, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit ordinateur qui permet d'apprendre l'informatique déjà. J'ai essayé de trouver une image. Raspberry Pi. Voilà, ça ressemble à ça. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un? Voilà. Donc on voit par rapport au doigt, c'est vraiment petit. Et c'est donc des petits ordinateurs pour apprendre la programmation qui peuvent servir à un peu tout et n'importe quoi, c'est open source.
On peut par exemple utiliser, justement je le disais au début de la vidéo, comme serveur multimédia, on peut l'utiliser pour faire son serveur mail ou que sais-je encore. Donc c'est assez communément utilisé dans les IoT, puisque c'est pas très cher en plus. Alors, en quoi cette information peut nous aider pour attaquer cette machine? Eh bien, je dirais que ça peut nous aider quand on reprend l'indice de départ qui est Mirai. En fait, Mirai, c'est un botnet. Comment il se répandait pour prendre le contrôle de le plus de machines possible? Eh bien, il faisait tout simplement du brute force de default login credential. Donc en français, d'identifiant et de mot de passe par défaut sur le SSH, sur les différents protocoles couramment utilisés dans le monde Linux. Du coup, là ce qu'on a envie de faire, c'est si c'est une Raspberry Pi, on va regarder quel est l'identifiant mot de passe par défaut pour se connecter à une Raspberry Pi. On va le faire en anglais, default password. Alors on voit bien que c'est le default user c'est PI et le default password c'est Raspberry. Donc vu que si j'arrive à remonter, ça se trouve ça m'a tout caché. Je me suis flingué mon résultat Nmap. Si c'est bon, il est là. Donc on peut le tester sur l'interface web, mais vu qu'on avait le port 22 ouvert, autant le tester directement sur l'interface d'administration 1 SSH, puisqu'on pourra directement faire plus de choses au niveau système si on peut se connecter comme ça. Donc je fais un SSH PI, l'utilisateur par défaut, sur la cible. Et je mets le mot de passe par défaut et ça passe. Donc une machine encore très simple, mais qui donc explique le rapport avec Mirai, c'est que donc le botnet aurait réussi à prendre le contrôle de cette machine puisque le login mot de passe par défaut n'a pas été changé. Alors que c'est bien écrit en gros, il faut le changer. À partir de là, du coup, on a, j'imagine, le premier flag. Ou pas. Apparemment non. Peut-être qu'il n'y a pas de user.txt sur cette machine, je me rappelle plus. Bref. Donc, on fait l'énumération comme d'habitude, donc on va regarder les différentes répertoires intéressants qui sont le bureau. Ah bah voilà, en fait les user.txt étaient dans le bureau. Donc si je fais un wc-c desktop user, c'est bien ça, j'ai bien accès, donc on a le premier flag. Le second flag est dans normalement /root, mais j'ai pas les droits. Et est-ce que par hasard, ouais c'est bien ça, j'ai pas les droits, mais l'utilisateur par défaut peut devenir root. Donc il suffit de faire un sudo -i et paf, je suis root. Et donc c'est bon, la machine est finie. C'était pas très dur. En faisant un wc-c root.txt. Ah bah non, 76 caractères. Normalement c'est 32 le flag. Donc a priori, la machine n'est pas finie aussi vite que ça. Voyons voir, qu'est-ce que ça dit. J'ai perdu le flag, quel dommage. Mais j'ai un backup sur la clé USB. Alors, donc il suffit j'imagine, d'aller voir la clé USB qui est branchée. Donc pour ça, moi j'utilise la commande df, qui est une commande, je pense que vous connaissez, tous les utilisateurs de Linux ont l'habitude de cette commande pour vérifier s'il reste de l'espace disponible sur le disque dur. Et ici, on voit bien que il y a une clé USB branchée donc sur le périphérique dev SDB et qui est monté dans le répertoire média USB stick. Donc parfait, il suffit donc j'imagine d'aller dessus.
nous avons un seul fichier qui s'appelle daemit. Sorry man, I accidentally deleted your file off the USB stick. Donc a priori, le flag qu'on recherche était sur cette clé USB, mais il a été effacé. Donc on va devoir faire un peu de forensique pour pouvoir récupérer ce flag, puisque quand on écrase, c'est pas le bon mot, quand on supprime un fichier, par défaut, sur la plupart des systèmes de fichiers, pour pas dire tous, on ne supprime que l'index vers le fichier, mais les données du fichier en elles-mêmes ne sont pas supprimées. Donc il y a des méthodes de récupération. Alors il y en a un paquet, hein. Ça dépend des situations, mais là je pense que le plus simple c'est d'utiliser DD, donc une commande Linux pour copier bit par bit le contenu d'un média vers un fichier. Alors déjà je vais regarder si la commande existe. Ouais. Alors je vais utiliser celle-là, il y a DD aussi, il y en a plein qui ont différentes options et avantages, mais en gros ce qu'il faut retenir pour DCFLDD, c'est une version améliorée pour du forensique. Donc je lance la commande DCFLDD. IF, donc c'est la source input, le F je sais plus ce que ça veut dire, input file sûrement. Donc comme sur Linux tout est fichier, en input je peux directement mettre le périphérique devsdb. En output, je mets là où le fichier que je veux créer. Donc je vais copier bit par bit tout ce qu'il y a sur le périphérique devsdb et je vais mettre ça dans un fichier que je vais appeler usb.dd. Voilà, donc là j'ai copié l'intégralité bit par bit de la clé USB sur le fichier usb.dd. Et maintenant j'ai envie de creuser ce fichier, donc il faut que je le rapatrie sur ma machine. Là je suis sur la machine qu'on a piratée, le Raspberry Pi, et je vais récupérer ce fichier sur ma machine. Donc le plus simple, c'est d'utiliser SCP je pense. Du coup, on va le faire en bas à droite. SCP-PI 10.10.10.48. Donc SCP je l'ai pas encore expliqué, je pense que je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est relativement simple, enfin moi j'aime bien parce que c'est... je sais pas, je trouve la syntaxe simple, logique. Donc c'est source destination, donc je copie en source usb.dd, en destination je le copie sur ma machine Kali attaquante. Le mot de passe comme on l'a vu tout à l'heure c'est Raspberry, le mot de passe par défaut. Voilà, donc j'ai pu rapatrier la copie de la clé USB sur ma machine attaquante. Et puis à partir de là, eh bien, on va utiliser test disk, qui est donc un produit de récupération de fichiers effacés qui a été fait par codé par un Français. Je sais même plus comment on l'utilise. On va essayer genre test disk usb.dd. Ça a l'air d'être ça. Donc ça a été fait par Christophe Grenier. Et c'est ça qui est bien parce que c'est un programme utilisé partout dans le monde et qui est en anglais alors que c'est un français derrière. Et donc je vais lancer Proceed, qui va essayer de récupérer voir ce qui est récupérable comme fichier sur cette copie de la clé USB. Je sais pas si c'est partitionné, on va laisser non par défaut. Je laisse tout par défaut. Il n'a pas l'air d'aimer ça. Comment ça marche déjà ce soft? Ah voilà, liste. Donc là il liste les fichiers et on voit le daemit qu'on a déjà lu, on voit qu'il y a bien le flag root, enfin le fichier root qui a été effacé et qui est récupérable. Du coup, pour ne pas vous montrer le flag, je vais faire une astuce
avec string, tac, kit. Donc je vais faire une longue commande. Alors strings, pour ceux qui connaissent pas, ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une commande qui va vous servir dans tellement de cas. Donc en gros ça consiste simplement à afficher tout ce qui est ASCII, donc tous les caractères imprimables dans le fichier en paramètres. Et c'est tout con, mais ça vous aide dans tellement de cas. Ça vous aide en reverse engineering pour voir rapidement qu'est-ce qu'il y a dans un programme. Ça vous aide en forensique, donc là comme on va le voir. Ça vous aide dans les CTF de manière générale. J'ai solutionné un paquet d'épreuves avec strings. Et ça vous aide aussi à montrer vos fesses à la plage, mais ça c'est un autre sujet. Bref, le strings permet de solutionner un nombre de problèmes hallucinants. Et donc on va l'utiliser pour notre cas. Donc en fait l'outil que j'ai utilisé test-disque dans notre cas c'était pas forcément utile parce qu'il suffisait d'afficher les strings et on aurait vu le flag. Et là du coup je vais juste faire une commande un peu sioux pour éviter que vous voyez l'intégralité du flag. Donc en fait ce que je fais c'est que je grep toutes les chaînes qui font 32 caractères, puisque je sais que le flag fait 32 caractères, et je n'affiche que les 4 premiers caractères de ce flag. Voilà, donc on voit bien qu'on y a accès, et on a bien solutionné la machine Mirai de Hack-the-Box. Donc c'était bien un IoT, et donc la problématique de l'IoT c'était qu'il aurait été contaminé par Mirai puisqu'il avait gardé ses identifiants mots de passe par défaut. Alors pour info, il y a un paquet d'attaques sur les IoT, une des plus connues parce qu'elle est quand même assez démonstratrice de ce qu'on peut faire. C'est un casino qui s'est fait pirater par son thermomètre d'aquarium là. Thermomètre. Voilà, un hacker pirate un casino via le thermomètre connecté. Donc c'est un bon exemple d'attaque qui utilise les IoT. Parce que la problématique des IoT c'est qu'ils sont mal sécurisés puisque comme souvent ils sont développés rapidement pas cher, mais du coup on pense pas à la sécurité. Et comme c'est branché souvent sur le réseau local de l'endroit où est déployé l'IoT, ben c'est un bon moyen d'entrée pour les attaquants. Donc là dans un casino. Un autre article super intéressant que je vous conseille, c'est sur le piratage d'IoT capteur de glucose, je crois que c'était. Comment je pourrais retrouver ça? France. Et c'était capteur glucose, MISC, je vais mettre, c'était Axel qui avait fait cet article. Voilà. Donc MISC, hein, c'est le meilleur magazine français de hacking, hein, donc je vous conseille de vous abonner, c'est super intéressant. Et donc il y avait notamment cet article capteur de glucose connecté fait par Axel, qui est une chercheuse à Fortinet, qui est bref une accuse pertinente et qui montre, enfin qui rappelle du coup la fragilité des IoT et surtout que du coup avec des capacités en hacking aujourd'hui, à cause des IoT, on a encore plus de possibilités d'agir sur le monde réel, positivement ou négativement. Ça, c'est up to you. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un nouveau pas vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.